Du coup, chers, auditeurs, auditrices, je vais tester un nouveau format comme je le disais, à la famille tout à l'heure. On verra si ça passe pas. Il y a maintenant une grosse dizaine d'années, quand j'étais encore dans la fleur de cette sinistre période qu'on appelle presque avec dédain l'adolescence, j'écrivais un article appelé «Autobiographie d'une huître». C'était un article qui parlait de moi, parce que c'était comme ça que je me voyais, une huître. Un cœur mou, visqueux, vaseux, salé comme une larme, enfermé dans un écrin de pierre, dur et coupant. Cette autobiographie, elle s'est baladée sur mes blogs pendant un moment, puis elle a disparu, sans doute parce que j'ai fini par aimer manger des huîtres. Et un jour, alors que je suis tranquillement chez moi et que j'ai tout oublié de cet article, mon compagnon arrive et il sort de son sac un joli livre orange et vert, à la couverture solide, et sur ce livre, le titre « Biographie sentimentale de l'huître ». Ça a pincé mon cœur mou, visqueux, vaseux et salé, et j'ai décidé qu'aujourd'hui, ce n'était plus à propos de moi et que j'allais vous parler de cet animal incroyable. Quand on pense aux huîtres, on pense souvent aux fêtes, parce que c'est une période où on en mange beaucoup, comme tu le disais, Marc. On pense à les manger et on pense aussi aux perles qu'elles peuvent produire. Mais une huître, c'est tellement plus que ça. Les huîtres, elles nous accompagnent depuis longtemps, et j'espère avec ce podcast leur rendre un petit peu justice. Le Larousse définit l'huître de la manière suivante. Huître, non féminin, mollusque marin bivalve, comestible, fixé au rocher marin par une valve de sa coquille, dont on fait l'élevage dans des parcs et dont les espèces sont surtout consommées pendant les mois en R, de septembre à avril, hors période de reproduction. La deuxième définition dit familier et vieux, personne sotte, stupide. Il y a énormément d'espèces qu'on regroupe sous le nom d'huîtres. Elles vivent toutes dans de l'eau salée et on les retrouve dans toutes les mers. Ce qu'il y a d'incroyable dans cet animal, c'est que l'huître est non-binaire, l'huître en fait est gender fluid. Pendant la première année de sa vie, elle sera il, un mâle, qui va fertiliser des centaines de milliers d'œufs. Après ça, il se changera en elle et se mettra à pondre. Mais comme dans la vie tout est fluide, de temps à autre, l'huître pourra changer de sexe selon ses besoins. Une huître peut pondre des centaines de milliers d'œufs en un seul été si toutes les conditions sont réunies. La fertilisation, la gestation, tout ça, ça va changer selon les variétés, et je vous le disais, il y en a beaucoup, donc je vais pas vous en faire la liste. Mais revenons à notre petit œuf, déjà pondu, déjà fécondé par un papa-maman ou une maman-papa, par cet être incroyable qui ferait s'arracher le scalp aux adhérents de la Manif pour tous s'ils savaient. Cette petite larve s'appelle un naissin. Pendant les 2 premières semaines de sa vie, cette petite chose invisible à nos yeux va voyager, nager librement. C'est son seul moment de liberté. Au bout de 2 semaines, le naissin s'accroche à la première surface dure et propre qu'il trouve et commence alors la transformation. À ce moment-là, il ne fait qu'un 30e de centimètre de long et il a déjà fait face à de nombreux dangers. Il a fallu se faufiler entre les dents et les lèvres des poissons et maintenant il lui faut espérer que la pollution n'est pas trop forte, que le sable ne va pas venir l'étouffer. Et comme elle est maintenant statique, notre huître, il lui faut bien une occupation. Alors elle boit. Elle boit bien plus que notre Raspoutine, parce qu'en été, si l'eau est chaude, elle boit jusqu'à 26 ou 27 litres par heure. Elle filtre toute cette eau pour qu'elle soit pure, et elle se nourrit des petites bêtes qui s'y cachent. Elle développe sa coquille, elle se met à pondre, à changer de sexe. Elle manipule, elle a un minuscule petit cerveau. Alors peut-être qu'elle pense, notre huître, peut-être qu'elle ressent. Et j'espère que non, parce qu'au lycée, l'un de nos TP consistait à arracher le cœur d'une huître pour en compter les battements par minute. C'était très très lent. Mais du Horrible. coup, C'est c'était horrible, ouais. absolument horrible, oui, on a fait ça, mais j'en ai un fort souvenir. Et si elle ne perçoit pas la douleur, je l'espère, elle perçoit au moins les ombres et les dangers. Et elle a cette particularité et cette force de pouvoir se fermer hermétiquement si le besoin s'en fait. Si on la laissait comme ça, notre jolie petite huître, elle pourrait vivre jusqu'à 40 ans à peu près. Mais bien des dangers la guettent encore. Écartons pour l'instant l'homme de l'équation. Le premier prédateur de l'huître, c'est l'étoile de mer, qui va la serrer entre ses nombreux bras jusqu'à ce qu'elle cède et qu'elle se fasse engloutir. Le bigorneau perceur va également venir perforer sa coquille pour s'en nourrir. Même l'éponge de mer va percer de minuscules petits trous dans toute la coquille et l'huître va essayer de les combler et perdre toutes ses forces dans cette vaine entreprise. Épuisée et amaigrie, elle cède alors et se fait dévorer. Parfois, les moules s'installent sur elle et la font mourir de faim en prenant toute sa nourriture. Sans compter sur les canards qui s'en font un festin et bien entendu l'homme qui s'en régale. À ce qu'on peut lire, l'ancêtre de nos huîtres comestibles serait apparu il y a 250 millions d'années. Nous avons évolué, nous et notre monde, de concert avec ce petit mollusque bivalve, et peut-être a-t-il façonné notre environnement à nous aussi. Beaucoup de ce qu'on appelle des amas coquilliers sont les témoins de notre consommation de cet animal à la préhistoire. D'énormes dépotoirs brillants et iodés, comme on peut en voir vers chez moi quand on va déguster quelques huîtres directement chez les ostréiculteurs. Parlons-en d'ostriculture. Pline l'Ancien nous rapporte que les Romains avaient déjà la technique. Il valait mieux, vu la grande consommation qu'ils en faisaient. Mais pendant le haut Moyen-Âge, on n'a pas trop le temps avec ces conneries. Il faudra attendre le XIe siècle pour que l'activité et la grande consommation reprennent. Après cette époque, les huîtres se consomment par certains
Décoquiller et probablement sécher dans le sel, de la saumure ou mariner dans du vinaigre afin de pouvoir tout simplement les transporter jusque dans les terres. Parce que oui, autant moi je m'inquiète moyennement de manger une huître à Toulouse, parce que je sais que je suis à 2 heures de bagnole de la mer, autant à l'époque c'était pas la même tisane niveau temps de trajet. Là encore, nos amas coquilliers nous montrent qu'on en consomme beaucoup localement, pour leur goût fin, mais aussi pour exploiter les coquilles. On en donne aux poules pour fortifier les œufs, vous avez peut-être déjà vu ça si vous avez des poules. On l'utilise pour la production de chaux, et aujourd'hui encore, elle sert à la confection de routes, de bas-côtés, et elles sont utilisées pour nourrir les sols agricoles. À la Renaissance, c'est le gros boom. On en consomme de plus en plus, on l'exploite à fond. Au XVIIe siècle, les Flamands la peignent, et en 1735, Louis XV en fait des déjeuners. Cette huître, on l'aime parce qu'elle est bonne au goût, mais aussi parce qu'elle est bonne en tout. Elle est riche en protéines, en tout un tas de minéraux, de vitamines, et on lui attribue beaucoup de vertus. Elle nous rendrait plus fertiles, serait un puissant aphrodisiaque, on vous soutiendra d'ailleurs encore aujourd'hui, et Cicéron en aurait consommé pour améliorer son éloquence. Elle rendrait si intelligent qu'en 1461, Louis XI avait décidé que tous les professeurs devraient prendre un repas où ils mangeraient une énorme quantité d'huîtres afin d'améliorer leur performance cognitive. Et aujourd'hui, en plus de leurs prédateurs naturels, en plus de notre appétence pour eux, nos nobles mollusques sont victimes de la pollution des océans. Mais une huître, ça sait se battre. Une huître, ça se mérite. Il faut arriver à l'ouvrir. Il faut arriver à passer la lame entre les deux valves hermétiques. Beaucoup d'accidents peuvent en découler. J'ai moi-même souvent vu mon grand-père s'entailler la main en essayant d'atteindre leur chair. La page Wikipédia de l'huître propose une solution à ce mal. Je cite « Placez les huîtres au four micro-ondes 1 à 2 minutes. Elles seront alors chaudes ou tièdes et risquent d'en mourir. Mais leur qualité nutritive n'en est pas affectée. » Oh. Je vous le déconseille. D'abord parce que c'est triché, et puis parce qu'ensuite, personne ne veut manger une huître morte et tiède. Personne. Bah C'est oui. cruel. Mais elle explose pas du coup? Ben je sais pas, écoute, j'ai pas essayé. Faudrait que j'essaye. Oh. Mais j'ai trouvé ça extrêmement surprenant. C'est très surprenant, parce que vraiment tout explose dans un C'est micro-ondes. Ok. bizarre. Alors je sais pas Bizarre. si c'est un mec qui a fait une blague en écrivant la page Wikipédia, tu vois, mais waouh, je m'y risquerais pas. Et d'ailleurs, les risques ne s'arrêtent pas là pour nos huîtres. Enfin, pour les gens qui essayent d'en manger en tout cas. Dans l'état américain du Maine, il y a une épitaphe qui dit T.J. Pearl Swallow, qui mourut d'une huître avariée. Alors ce pauvre monsieur, il portait bien son nom, Pearl Swallow, et il a dû mourir d'atroces douleurs parce que nos huîtres, si passives d'habitude, peuvent en réalité être de redoutables ennemis dans leur mort. On a souvent peur qu'une huître soit passée, qu'elle ne soit plus bonne. On a développé une grande paranoïa et des précautions fort inutiles concernant sa fraîcheur. Premièrement, une huître avariée dégage une odeur extrêmement nauséabonde. Elle est racornie dans sa coquille, elle sent le cuivre et l'œuf pourri. Donc pour l'avaler, il faut vraiment avoir envie. Mais même en se cachant dans un plat, par exemple elle peut être cuite à l'intérieur d'un gratin ou que sais-je, on a tendance à vite la remarquer. Donc si par mégarde, comme ce monsieur Swallow, vous en mangez une, plusieurs heures de tourment vous attendent. Entre 2 et 6 heures après l'ingestion, on commence à être parcouru de frissons et de sueur froide. Viennent ensuite des vomissements incessants, une grande soif et dans le pire des cas, la mort. Alors quiconque vous dira « J'ai sûrement mangé une huître daubée, je ne me suis pas senti dans mon assiette », ben en fait il a sûrement juste mangé comme un goré et picolé par-dessus. Et s'il avait mangé une huître daubée, il serait peut-être pas là pour en parler. Mais si jamais ça vous arrive, n'hésitez pas à la faire ressortir directement par là où elle est venue. Oh. De rien pour le super conseil qui vous évitera peut-être la mort pendant l'essai. Cette chronique sauvera la vie de quelqu'un. Sinon, mangez pas d'huîtres. Bon, vous avez vu, elles ont un petit cœur, elles sont toutes mignonnes. Oui, un petit cerveau. Elles sont Cerveau. merveilleuses. Moi, j'avoue, j'en mange, et quand je mange une huître, je pense toujours à ma mère qui me dit « J'aime pas les huîtres quand elles sont laiteuses ». Alors déjà, rien que la phrase est dégueulasse, et comme avec la plupart des aliments, on nous fera croire qu'ils sont comestibles toute l'année. Mais en fait, l'huître, elle peut décemment pas être bonne et comestible quand elle dépense de l'énergie à pondre des centaines de milliers d'œufs et à les féconder. Donc entre mai et août, une huître sera extrêmement médiocre, et surtout une huître laiteuse sera en fait une huître pleine de millions d'œufs. Et j'ai même pas parlé des perles. Ces perles qui s'élaborent lentement en secret autour des corps de verre ou de grains de sable qui se sont insinués dans sa coquille. Imaginez, un petit ver perce l'armure de l'huître. Il entraîne avec lui des particules de cette coquille qui conservent la faculté de produire la même nacre qu'on peut voir à l'intérieur. Le ver se retrouve piégé dans l'huître, cette nacre va grandir autour de lui jusqu'à en faire une perle. Toutes les huîtres peuvent faire des perles, mais comme toujours, certaines variétés le font mieux que d'autres. Les pêcheurs disent qu'il faut remonter 1 millier de coquillages avant de trouver une perle. Souvent, des requins rôdent autour des bancs d'huîtres. Marco Polo décrit les fonds perliers au large de Malabar et nous dit que certains enchanteurs prenaient place dans les bateaux accompagnant les plongeurs afin de jeter des sorts destinés à empêcher les requins d'attaquer. La nuit, ils interrompaient les sortilèges pour que les requins puissent patrouiller et éloigner les autres voleurs. Aujourd'hui encore,
Au Japon et en Chine, ce sont les jeunes filles qui plongent dans l'eau pour récupérer les huîtres perlières. Mais elles ne plongent pas si profondément et les risques sont moindres. Ces mollusques ont été placés là par les hommes depuis des centaines d'années, et 90% de ces coquillages contiennent une perle. Toujours en Chine, on pouvait encore voir dans les années 40 un marché où il y avait des perles en forme de Bouddha, de poissons, de phallus. Et elles n'étaient pas taillées. En fait, de mai à juin, des hommes introduisaient délicatement, et non sans mal je pense, des figurines en étain ou en plomb à l'intérieur des coquillages. Les huîtres étaient alors engraissées pendant 3 mois dans des viviers d'eau de mer et approvisionnées en fumier humain pour arriver à produire ces petites figurines. En conclusion, que vous dire encore sur ces êtres incroyables ? Elles font partie des espèces ingénieurs, c'est-à-dire que par leur seule présence, elles modifient considérablement leur environnement. Si on ne les exploite pas, elles peuvent créer des récifs, modifier le paysage sous-marin et en faire un lieu accueillant pour plein d'autres espèces. Elles peuvent créer des micro-habitats qui hébergent une diversité de flore et de faune incroyable. Et leurs coquilles feuilletées offrent des nano-habitats pour des centaines d'espèces. Alors cette semaine, pendant les fêtes, quand vous mangerez une huître, ou que vous regarderez quelqu'un la faire glisser dans sa gorge, vous penserez peut-être un peu à moi qui vous ennuyez avec ma chronique, ou à la vie dangereuse de cet incroyable mollusque, à ses capacités incroyables. Le livre qui a inspiré cette chronique a été écrit en 1941 par une dame appelée Madame Fischer, et réédité cette année chez Dalva Éditions. Il est agrémenté de superbes illustrations que je vous invite vraiment à aller voir de Jeanne Delattant. Et je conclurai avec la phrase qui ouvre ce livre, une phrase de Jonathan Swift qui dit « Il était bien hardi, celui qui le premier mangea une huître. » Voilà. C'est vrai. Parce qu'il faut être un peu taré quand même pour manger une huître. Pour se dire, tiens, qu'est-ce que c'est Tiens. que cette espèce de caillou collé sur un caillou? Je vais C'est l'attraper, clair. l'ouvrir en deux. Ouvre-le. C'est clair. C'est clair. Voilà, c'était Franchement. C'est pareil pour le gars qui arrive à mettre un espèce de petite figurine de pénis dans la Bah, dans l'huître. dans l'huître, c'est dingue. et qui Voilà. dit, Ouais, c'est super, clair. il y a de la nacre qui va se faire autour et je vais pouvoir le vendre un gros bras. Voilà. C'est T'aurais clair. presque pu faire un lien avec ta précédente chronique. Oui, c'est vrai. J'ai mentionné Rasputin. T'as mentionné Vous- Rasputin, Vous c'est verrez vrai. peut-être sur sa J'ai- consommation d'alcool. À propos des huîtres, les amas coquillés, ça me fait penser. Peut-être que j'en parlerai dans une chronique, mais il y a pas mal de tribus en Californie qui faisaient des énormes amas comme ça de coquillages et pour marquer en fait leur territoire. Et ça devenait tellement énorme qu'ils pouvaient construire dessus. C'était assez Oula. dingue. C'est trop intéressant en vrai. Putain, c'est génial, ça. C'est trop cool. Non, puis ouais, j'ai vu que bah aujourd'hui encore on fait on en fout dans les routes, dans les bas-côtés. Je crois qu'il y a des bas-côtés de chemin de fer qui ont été faits avec des huîtres, enfin c'est des coquilles. C'est vraiment un truc qu'on utilise beaucoup et j'ai pas eu le temps de me renseigner sur l'utilisation de la préhistoire, mais j'ai lu, alors pardon, j'ai entendu parce qu'il y avait une chronique pareil sur France Q de 3 minutes où il y avait un mec qui disait que Néandertal, il y a 100 000 ans, mangeait des huîtres dans le sud de la France. Je pense que je vois pas pourquoi ce serait faux, mais j'ai pas trouvé la source en fait, donc ce serait intéressant à creuser, je pense, cette histoire d'huîtres. Ici, je crois que t'as des preuves à tester de consommation de Mais oui, il me crustacés. semble, Alors après, je sais pas parce si c'est que- des huîtres réellement, mais, Ouais. Voilà, est-ce que c'est les huîtres en particulier, mais voilà. mais Après, après, le bon, problème, quel c'est que que le soit trait de côte était pas le même, quoi. Donc, Ah, c'est Mhm. difficile dans certains Ouais. endroits d'avoir c'est accès ça. aux données. endroits de pêche, quoi. Ouais. Mhm. C'est vrai qu'il y a pas mal de faux qui persistent à ce niveau-là. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.